Alors aujourd'hui, on va parler de business à 6 chiffres et d'assistant IA avec Valentin Momor. Valentin se définit comme un GPS entrepreneurial, mais en plus sympa et sans l'accent robotique agaçant. Sa mission en tant que copilote business, c'est de faire gagner un temps précieux aux entrepreneurs et chefs d'entreprise et d'alléger leur charge mentale. Merci d'être avec nous, Valentin. Je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi, Anitra, pour l'invitation. Bon matin, j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça va bien, très bien. La pêche pour faire l'interview. Parfait. Alors, la majorité des entrepreneurs courent après la visibilité et luttent contre les algorithmes. Et toi, tu construis un business à 6 chiffres dans l'ombre avec une audience de moins de 1000 personnes. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé en business un peu par force. Je te dirais que si je recule encore un petit peu, j'ai eu la chance durant mes études au Québec d'être très sensibilisé à l'entrepreneuriat et moi, j'étais comme, et non, c'est pas pour moi. Moi, je vais être dans des entreprises, avoir une structure et tout ça. Donc, j'étais directeur de magasin à l'époque et en 2020, la pandémie a frappé. Et forcé de constater que je n'étais pas essentiel et donc j'ai été mis, au chômage comme beaucoup de gens, malheureusement et après avoir changé 3 fois de place, la disposition dans mon appartement, je me suis dit: «OK, il faut vraiment que je m'occupe» et je savais faire des impôts, pour les particuliers au Québec. Il y a beaucoup de gens qui sous-traitent dans le fond la préparation de leur déclaration d'impôts, auprès de gens, comme moi qui ont eu un cours là-dedans. Donc, j'ai commencé comme ça. C'est comme ça que ça m'a sensibilisé à l'entrepreneuriat. En plus, pendant la pandémie, il y avait plein de réseautage en ligne. Les gens, faisaient beaucoup de connexions, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça m'a mis, dans ce monde-là et petit à petit, j'ai commencé à avoir des clients comme ça par le réseautage. J'offre notamment des services de comptabilité. J'avais aussi un background en marketing, donc je faisais de la pige pour une agence, que ça soit gestion de réseaux sociaux, écriture d'infolettes, ce genre de choses. Puis après ça, je suis retourné dans les magasins, parce que, ben, voilà, tu sais, la vie reprenait son cours. On avait fini notre parenthèse, un peu forcé. Mais en parallèle, je gardais quand même, mes clients. Je me suis dit: «Bon, on verra, on sait jamais». J'avais quand même aimé ça et en novembre 2021, je décide, tu sais, là, faut que je fasse un choix, là. Je vois que le business commence à monter, bah, j'ai pas beaucoup de temps disponible, donc je décide de faire le choix de me lancer à temps plein, dans le business, donc en novembre 2021 et après tout s'accélère. En 2022, j'embauche mon premier employé. J'ai dit: «Tiens, en 2022, on fait notre premier 100 000, 2023, 200 000 de chiffre d'affaires et 2024, là, c'est la claque parce que on sort vraiment de la pandémie. Puis j'avais pas vraiment eu le temps de structurer ma business. Il y avait croissance sur croissance. On se posait pas trop de questions dans ce temps-là et là, en 2024, j'arrive plus à signer de nouveaux clients. Le chiffre d'affaires commence à s'écrouler. Donc du coup, j'ai dû malheureusement, licencier mon employé et là, ça a vraiment été un dur moment pour moi au niveau entrepreneurial, et c'est là que j'ai décidé de, vraiment revoir au complet la façon dont je voulais entreprendre, de rester tout seul, et de plutôt m'orienter sur, l'intelligence artificielle qui me passionnait. Moi, j'ai un background, en informatique, tu sais, je faisais de la programmation avant. Donc pour moi, le prompt, c'est un peu comme un langage de programmation, mais beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible à tout le monde. Et c'est comme ça, et c'est là où j'en suis en 2025, où j'offre vraiment mes services de copilote pour les dirigeants de PME, mais avec la porte d'entrée de l'intelligence artificielle. Et selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente justement des solopreneurs qui veulent aller trop vite? Parce qu'on veut tous de la croissance, mais aller trop vite, c'est pas finalement bon non plus en fait. Heu, je dirais que ça dépend beaucoup du tempérament de la personne. Tu sais, moi, j'ai un Ouais. tempérament vraiment bulldozer, fonceur et la croissance était là, je me suis pas trop posé de questions, j'y suis allé. Je te dirais que si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je referais pareil, dans le sens où la claque que j'ai prise en 2024 a été très formatrice pour moi et tu sais, je le vois pas comme un échec. Ça a été un moment difficile, humainement parlant pour moi, mais ça a pas été, un échec. Tu sais, j'ai beaucoup appris. J'ai appris vraiment les clés du repositionnement, le fait de vraiment aligner sa business avec ce qu'on veut faire et tout ça. Tu sais, je pense que faut faut s'écouter. Je pense que, tu sais, être entrepreneur, c'est avant tout apprendre à se connaître. On dit que c'est l'école de la vie, mais en vitesse 10 et je pense que c'est ça qui est important. Peu importe ton tempérament, tu sais, moi, je suis un tempérament fonceur, j'ai beaucoup de confiance en moi, ça, je sais que c'est une de mes qualités. Fait que je sais que peu importe la situation, j'allais y arriver. Et inversement, tu sais, pour des gens peut-être, plus,
des introvertis ou des gens qui peuvent, peut-être plus douter d'eux, tout ça, mais je pense que c'est aussi important de s'écouter là-dedans, de savoir dire non à des clients. C'est ça, c'est ou à des prospects. Ça, c'est des choses, qui peuvent être difficiles, surtout quand tu es entre guillemets «dans l'abondance de mandat», là, que tu pas besoin de faire de gros efforts pour aller recruter. Fait que, tu sais, savoir dire non, savoir s'écouter, savoir aussi prioriser. Moi, je te dirais qu'une des choses, par contre, qui m'a vraiment aidé, c'est lorsque j'ai vraiment compris mon pourquoi. Puis, tu sais, ça peut paraître bête parce qu'on dit que c'est les premiers Le trucs, fameux pourquoi. le fameux pourquoi, puis on dit que c'est les premiers trucs, tu sais, mettons que tu décides dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est arrivé très tard, c'est arrivé en 2024, ouais, 2023-2024, mais en 2024, c'est vraiment affirmé et moi, personnellement, je pense que le pourquoi doit être égoïste. Moi, mon pourquoi, c'est la liberté. Tu sais, mon pourquoi, c'est genre, je veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, tu sais, peu importe le fuseau. J'ai une mission et j'ai un pourquoi. Pour moi, ma mission est tournée vers les autres, mais mon pourquoi est égoïste. Puis souvent, je trouve que c'est pas, des choses qu'on ose s'avouer ou qu'on ose dire publiquement, alors qu'au final, c'est fondamental et lorsqu'on sait son pourquoi, puis c'est pas grave de pas le savoir day one, là, dès le premier jour. Non, puis il peut évoluer dans le temps. Tu sais, aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai une vie sur deux continents, et donc mon pourquoi, c'est la liberté. Demain, mon pourquoi, ça peut être de, mettre ma famille en priorité, ça peut être, de ça peut être n'importe quoi, tu sais, il doit être important et constant dans le sens où on change pas son pourquoi non plus tous les 4 matins, mais par contre, il doit être suffisamment flexible pour s'adapter aussi aux différentes transitions de vie, qu'on va vivre, dans notre vie humaine et dans notre vie entrepreneuriale. Et puis, ce que je comprends, c'est que tu construis ton business autour de ce pourquoi, pour garder cet alignement avec un business qui puisse te permettre d'assumer, enfin, de vivre ce pourquoi finalement. Tout à fait. Tout à fait, puis tu sais après, tu sais, au début, c'est instinctif, puis après ça se décline vraiment par rapport à ton positionnement, par rapport aux offres que tu vas mettre de l'avant, par rapport, au à la relation que tu vas avoir avec tes clients. Fait que tu sais, après ça, tu peux le décliner dans toutes les phases, dans toutes les sphères, on va dire, de l'entrepreneuriat. Donc tu m'as dit jusqu'en 2024, tu avais pas vraiment de structure, tu vivais avec, ton activité évoluait avec les clients que tu avais. Et aujourd'hui, maintenant que tu as compris que justement pour croître, tu as quand même besoin d'une structure, quelle est selon toi qui constitue la vraie base pour bâtir un business rentable en solo? Parce que on peut construire un business à 6 chiffres, mais qui n'est pas rentable en fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as modifié ou tu as restructuré pour avoir une base plus solide pour les 5-10 prochaines années? En fait, je te dirais que pour ma part, ça a toujours été une question de mindset que j'avais pas. OK, d'accord. Au-delà même de la rentabilité, je te dirais que ce qui est important, la vraie métrique pour moi là, c'est combien est-ce que je me paye tous les mois? Parce que tu peux c'est ça, puis tu peux avoir de la rentabilité, tu sais, de dire 5 de rentabilité, mais si tu es pas capable de te payer sur ce 5, tu sais, c'est pas ce 5 là qui doit être ton salaire, pour moi, la rentabilité. Au Québec, on a 2 vraiment formes juridiques, au niveau des entreprises. On a ce qu'on appelle les travailleurs autonomes, freelance, ce qu'en France, on pourrait appeler des micro-entrepreneurs et on a les entreprises incorporées, qui sont 2 fonctionnements quand même différents parce que au niveau du micro-entrepreneur, travailleur autonome, son profit, dans le fond, c'est l'équivalent de son salaire et c'est là où je dis que c'est important de vraiment faire la différence entre les 2 versus moi, au niveau incorporé, mon profit est différent de mon salaire. Je peux inclure mon salaire dans mes charges et avoir un profit à la fin. Fait que pour répondre à ta question, je pense que ce qui a vraiment changé, j'ai comme eu 2 étapes, on va dire. J'ai eu vraiment la partie, où je voyais l'argent qui rentrait, je sortais de ce mode de vie où je vivais d'un chèque de paye à l'autre. Parce que quand tu es entrepreneur, en fonction de ton business model, mais dans la plupart du temps, tes revenus sont jamais stables exactement d'un mois à l'autre. Donc tu sais, le 1 mindset que j'ai dû changer, c'est de mettre mon salaire en priorité. Tu sais, la première dépense qu'il devait avoir dans mon entreprise, ça devait être mon salaire. Et après ça, tu sais, de regarder les autres dépenses. Puis, tu sais, forcément, là, tu sais, à un moment donné, quand il reste zéro dans le compte, ben, tu sais, tu achètes moins de formations, tu participes, moins à des activités. Exactement. Mais versus quand tu sais, ton salaire, c'est la dernière chose que tu te payes, ben, forcément, à la fin, il en reste plus. Puis, c'est Eh ben, je pense que c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, en fait, c'est de se dire: «C'est pas grave, je me paierai après. Il faut que je me forme, que je dépense, enfin, que j'ai des dépenses». Mais finalement, le premier réflexe, c'est de dire: «Combien est-ce que je veux me payer?» puis après construire justement.
tous tes Mmh. objectifs, financiers autour de combien est-ce que tu veux te payer puisque c'est le but aussi du coup. Et la révélation que j'ai eue, c'est que moi, je me suis dit au début: «Ah mais tu sais, c'est normal, c'est le début, tout ça». Mais la révélation que j'ai eue, en fait, c'est que de un, c'est pas normal, mais de 2, ça ne va jamais changer. C'est plus tu vas avancer, plus tu vas générer de chiffre d'affaires, plus tu vas te trouver des besoins, pour te payer avant. Fait que pour moi, c'est vraiment une question de mindset, de tu sais, puis ça a été difficile pour moi, là, une chance que, l'employé que j'avais à l'époque, pour lui, c'était vraiment une de ses préoccupations et c'est lui qui m'a aidé vraiment Mmh. à mettre mon salaire en priorité parce que par contre, son salaire à lui, tu sais, c'était une priorité. Pour moi, c'était inconcevable, tu sais, que un jour, j'ai pas l'argent pour faire sa paye ou ce genre de choses. Fait que, tu sais, là, c'était comme, tu sais, son salaire, c'est la priorité, le mien, moins. Et lui, tu sais, inversement, il faisait la même chose avec moi. Fait que ça fait que c'est comme ça vraiment à partir de 2023 que j'ai réussi vraiment à mettre mon salaire en priorité. Ça a été le premier shift mindset. Et le deuxième, ça a été de dire, tu sais, qu'il faut qu'il reste du profit à la fin. Tu sais, tu sais, j'ai beaucoup navigué dans le monde de la comptabilité avant, là, puis tu sais, une des choses qui m'énerve, c'est de dire: «Ah mais là, il faut que tu fasses des dépenses parce que sinon tu vas payer trop d'impôts». Oui, OK, d'accord, mais tu sais, à un moment donné, l'impôt, tu sais, notre plus haut taux d'imposition au Québec, je pense que c'est 55 au niveau des particuliers. Dans les entreprises, c'est encore moins. Mais tu sais, même si tu gagnes 10 que tu en donnes 5 aux impôts, il t'en reste toujours 5 à la fin. 5, on s'entend, c'est vraiment beaucoup, là. Faut que tu fasses beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires pour payer 50 d'impôts. Faut que tu aies un gros salaire pour payer 50 d'impôts. Tu sais, vaut mieux que toujours qu'il en reste 5 à la fin plutôt que de dépenser pour, au final, il t'en reste zéro. Alors oui, tu as pas payé d'impôts, mais il t'en reste zéro aussi. Tu vois, ça a été mon deuxième shift mindset où maintenant, tu sais, j'ai un vrai équilibre entre mes revenus, combien je dépense, combien je me paye et mon salaire, et non, mes revenus, mon salaire, donc combien je me paye et combien il reste de profit à la fin que je peux réinvestir, sur la diversification des revenus. Parce que ça aussi, tu sais, je suis rendu là actuellement dans mon mindset, là, c'est comment est-ce que je diversifie mes revenus pour, devenir antifragile aussi parce que et je l'ai vu en 2024 là, quand j'ai eu plus de difficultés à vendre mes services, ben, tu sais, j'avais pas d'autres sources de revenus, tu sais, la question que je me suis posée, c'est: «Est-ce que je retourne au travail?» Finalement, la réponse a été non, mais c'est alors que si tu diversifies tes revenus sur des placements, sur l'investissement immobilier et cetera, ben, tu sais, ça te permet justement d'être moins fragile, s'il y a un de ces piliers-là qui va moins bien. Quand on entreprend, on se dit: «Ouais, mais il y a l'incertitude, il y a l'insécurité financière», mais comme tu viens de le dire, en fait, finalement, cette insécurité, on peut anticiper déjà, en se disant: «OK, déjà, je vais me payer en premier et de se dire: «OK, je vais peut-être pas me payer un gros salaire quand je démarre, mais au moins je l'inclus toujours, quelque chose pour moi» et comme tu dis, après, effectivement, quand tu commences à avoir des revenus, tu peux, sécuriser tes revenus en diversifiant tes comment on appelle ça? Tes investissements, donc du coup, c'est une Mmh. stratégie aussi à anticiper dès le départ. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je dis toujours que, tu sais, une des choses maintenant qui est importante pour moi, c'est d'avoir 3 mois d'avance. Fait que, tu sais, je me dis toujours, genre, tant que j'ai pas 3 mois d'avance, en fait, c'est que je peux pas investir dans autre chose. Fait que, comme ça me permet justement de stabiliser l'insécurité. Je me dis: «OK, s'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois où ça va pas bien, je suis capable quand même, d'avoir des revenus». Tu sais, après 3 mois d'entrepreneuriat, si ça va pas bien, il faut quand même que tu commences à te poser des questions, puis que tu fasses des pivots. C'est vraiment dans mes questions de priorité, là, c'est vraiment de dire genre, OK, c'est plus important pour mon bien-être, ma charge mentale, de me dire genre: «OK, j'investis dans ce matelas de sécurité-là plutôt que dans l'objet brillant». Tu sais, puis moi, je suis très shiny object, là, tu sais, tous les nouveaux logiciels qui sortent, les formations, j'ai tous envie de les acheter. Heu c'est ça, je suis très bon moi pour le marketing de l'urgence. Je me dis: «OK, quand j'ai l'argent, c'est possible» et tu sais, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la méthode Profit First où, tu sais, j'ai vraiment mon revenu qui arrive, je le divise en pourcentage, combien je devrais à l'impôt, combien je me rémunère, combien tout ça et après, tu sais, j'ai un compte justement qui s'appelle rémunération et là, ça me permet juste d'avoir 3 mois d'avance puis, d'être tranquille, avec ça. Et sinon, quels sont les mythes sur le business à 6 chiffres que tu pourrais démonter une fois pour toutes? Je pense que, beh, déjà, en fait, je suis pas sûr de pouvoir démonter des mythes dans le sens où j'ai pas encore tout testé pour atteindre des business à 6 chiffres. Mais le mythe que j'ai par contre, la pensée que j'ai envie d'avoir, c'est que tu peux juste faire des revenus à 6 chiffres quand tu fais de la formation en ligne ou tu sais, ce qu'on appelle de la vente du one to many, là, tu sais, quand tu vends la même chose à plusieurs sans dépendre, de ton temps. Je pense que dans le service, c'est vraiment la manière tu sais, je pense que
la chose la plus importante, c'est que le service, c'est la manière la plus rapide d'atteindre les 6 chiffres. Fait que, tu sais, en fonction de ton objectif, puis attention, les 6 chiffres rentables où tu te payes parce que, tu sais, demain matin, je vous l'annonce, là, tout le monde, vous êtes capable de faire le million. Mais tu sais, si vous générez 1 million de chiffre d'affaires, mais que pour ça, vous devez en dépenser 3 millions, vous êtes quand même dans le trouble de 2 millions. Là. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Là. Moi, je parle vraiment d'un 6 chiffres rentable où tu es capable de te payer comme du monde. Puis pour moi, ça, le service, c'est la manière la plus rapide d'y arriver. C'est de regarder, tu sais, en fonction de ce que vous faites, d'aller chercher des clients qui ont du haut potentiel. C'est une des choses qui m'a le plus touché au début, c'est de me rendre compte que tu sais, si je voulais atteindre rapidement les 6 chiffres, me payer comme du monde et tout ça, je pouvais pas faire du one to one avec des entrepreneurs qui débutaient parce qu'ils avaient pas les moyens de se payer mes services, malgré le fait que c'est une clientèle que j'adore et avec qui, tu sais, genre, j'ai vraiment du plaisir à travailler. Donc moi, je me suis plus orienté sur des dirigeants de PME qui, tu sais, qui faisaient eux-mêmes plusieurs millions et ou pour qui, l'investissement envers mes services avait une grosse valeur perçue par rapport tu sais, aux chiffres qu'ils allaient me payer. Donc ouais, c'est ça, je pense que la chose la plus importante, c'est je trouve qu'on entend trop sur les réseaux sociaux, tu sais: «Ah mais oui, mais fais des formations en ligne, ça va te générer des revenus passifs, ça se vend tout seul». C'est non, c'est genre si tu parles vraiment à des gens qui réussissent en infoprenariat, donc l'art de vendre tes connaissances, en ligne, tu vas te rendre compte que c'est loin d'être un revenu passif, bien au contraire. Donc, c'est ça, puis c'est beaucoup plus long, c'est pour ça, faut une communauté. Tu sais, on parle d'un taux de conversion de 3% sur des infolettes, là. Imagine, tu fais une formation ne serait-ce qu'à 150 $ ou 150 €, tu as 1 personnes sur ton infolette, ça te fait quand même juste 30 ventes. 30 ventes à 150 €, c'est pas, tu sais, c'est pas puis tu sais, une fois que la formation elle est achetée, là, le mois prochain, il faut que tu vives, là. Fait que, tu sais, de passer de 1 000 à 2 000 sur une infolette, c'est beaucoup de travail et tout. Fait que, tu sais, faut faire attention à ces promesses-là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que si tu veux générer ça rapidement, que, tu sais, l'enjeu, c'est vraiment que tu puisses vivre de ton business, je pense que tu devrais commencer par du service et après, tu vois, là, moi, en ce moment, je suis en phase de diversification, tu sais. Je me suis rendu compte qu'en étant tout seul, puis, tu sais, je veux rester tout seul à partir de maintenant dans mon entreprise, 150 000, gros maximum 200 000, c'est mon plafond de verre à moi. Je suis pas capable d'aller chercher plus haut et pourtant j'ai une vision d'un business à 1 million en restant tout seul avec des collaborateurs, tu sais, bien sûr des pigistes, des freelances avec qui je travaille, plus d'employés, mais et pour ça, je sais que là, maintenant, je dois diversifier mes offres. Je dois vendre des formations, je dois vendre des petits produits et tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile maintenant que je sais que j'ai un business stable, que je suis capable de générer mon premier 150 000 grâce à la vente de services et ça me donne même des leviers pour investir en, par exemple, en publicité, tu sais, faire grossir mon audience plus rapidement, avoir une meilleure visibilité, tout ça. Maintenant, puis c'est ça que je suis en train d'explorer en ce moment et maintenant que j'ai généré un revenu stable et ça me permet vraiment d'aller, explorer cette partie plus de l'infoprenariat pour, oui, effectivement, avoir des business à 1 million qui sont rentables, mais de manière plus lente, on va dire. Je te dirais que sur la niche, j'ai vraiment, moi, personnellement, un problème avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui j'arrive pas à me nicher, puis je sais que c'est mon principal problème. Les gens, quand ils tu sais, mettons, quelqu'un out of nowhere là, qui entend parler de moi, qui va voir sur mon site, il comprend pas ce que je fais. Je sais que c'est mon principal problème. Et je sais que c'est mon principal problème, mais moi, je ne veux pas me nicher. C'est vraiment des choses c'est un choix. Puis tu sais, moi, je dis que je suis spécialiste du généralisme dans le sens où moi, j'aime vraiment, tu sais, en connaître beaucoup et ça me permet d'avoir une vision globale sur vraiment le business des gens. Et tu sais, je ne pense pas que la surspécialisation ou le fait d'être niché va faire en sorte que tu vas mieux réussir que quelqu'un qui est pas niché. La différence, par contre, c'est que tu dois pas utiliser les mêmes méthodes parce que moi, je dirais, plus tu es niché, plus ça va te permettre d'aller chercher tes clients rapidement et sans effort de leur expliquer ce que tu fais. Tu sais, mettons que tu es, GMS, donc gestionnaire de médias sociaux et de communauté. Les gens, ils savent ce que tu fais. Tu publies des posts sur les réseaux sociaux, tu réponds aux commentaires, tu animes la communauté. Moi, c'est plus compliqué, c'est de générer, de comprendre exactement ce que je vais faire, surtout que ça va évoluer avec le temps.
Par contre, et du coup, tu sais, j'adapte mes stratégies, tu sais, je vais beaucoup plus faire de la présence dans des communautés, pour répondre à des vraies questions. Je vais me mettre beaucoup en phase d'écoute lorsque je parle avec des gens pour vraiment, tu sais, je vais être le premier à poser une question: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et tout ça, pour, comprendre qu'est-ce que la personne fait et m'adapter en fonction de mes compétences. Tu sais, adapter mon discours en fonction de mes compétences pour, pour parler avec cette personne-là et que ça devienne concret. Mais tu sais, de manière générale, je suis pas niché, fait que tu sais, je pense juste que c'était faut encore là, tu sais, je reviens à ce que je disais au début, il faut que tu t'écoutes, faut que tu écoutes ton intuition, faut que tu essayes des choses et hem et tu peux aussi, segmenter et moi, c'est une des choses que je faisais, c'est de je segmente mon mes communications. C'est dans le sens où je vais avoir vraiment, une porte d'entrée où ce que je vais afficher en premier c'est les services de comptabilité. Je vais avoir une autre porte d'entrée où ce que je vais afficher, c'est mes services en IA et vu que de toute façon, quand je publie pas sur les réseaux sociaux ou quasiment pas, c'est pas grave, tu sais, la personne, elle voit juste ce qu'il y a sur mon site, là. Genre après ça, tu sais, on en discute, j'apprends vraiment à la connaître et là, je lui fais par contre une offre de service qui, elle, est 100% personnalisée et nichée, à son problème à elle. Donc oui, les ne pas être sur les réseaux sociaux, finalement, c'est un choix pour toi. Parce que c'est pareil, on nous dit aussi pour avoir plus de visibilité, surtout si tu débutes, eh ben, il faut te mettre obligatoirement sur les réseaux sociaux. Mais bon, finalement, on lutte plus pour, courir être visible auprès avec les algorithmes plutôt que d'essayer de faire notre métier, en fait, finalement. Et je te dirais que c'est que quand tu dis que c'est un choix, je dirais plus que c'est un choix, si je peux dire, par dépit. Dans le sens où, non, mais dans le sens où c'est un choix par priorité. Je sais que les réseaux sociaux, c'était beh, déjà premièrement, moi créer des reels puis tout ça là sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas ce que tu sais genre j'aime pas faire ça là, tu sais genre j'aime pas, ça me demande beaucoup d'énergie puis tu sais je sais que le jour où je serai prêt vraiment à avoir une stratégie par rapport à ça, va falloir que j'engage quelqu'un pour m'aider parce que genre c'est vraiment pas mon truc là. Mais force est de constater qu'on a juste 24 heures dans une journée. Fait que, tu sais, le temps que je passe à servir mes clients versus le temps que je passe à faire de la prospection, donc des appels découvertes avec de potentiels clients, le temps que j'investis aussi dans les communautés parce que pour moi, les communautés, c'est important et c'est ça qui me permet vraiment de créer des vraies connexions avec les gens, de montrer mon expertise à des gens qui vont vraiment l'avoir. Parce que, tu sais, c'est une des choses qui m'énerve, c'est que je crée du contenu, mais pourquoi? Pour que 0,01% des gens qui sont sur cette plateforme-là le Exact. voient. Hem, déjà, personne n'a envie de récupérer mon contenu parce que ça tu sais, je m'adapte tellement à chaque personne que, tu sais, genre, tu sais, sinon c'est plus des choses généralistes que je vais dire, fait que c'est même que la personne le reprendrait, c'est pas grave et vu que, tu sais, je veux dire, moi, je pense que le marché est assez grand pour tout le monde, là, tu sais. Je peux pre Avec le business model que j'ai créé, je peux prendre juste 5 clients en même temps, puis en moyenne, mes clients restent avec moi de 2 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, le marché est assez grand pour tout le monde, fait que j'ai pas trop ce problème-là, de la concurrence. C'est vraiment plus une question d'affinité envers le contenu à créer. Tu sais, je préfère répondre à des vraies questions dans des communautés que d'imaginer quelqu'un en face de moi puis de lui faire un reels, puis là, tu sais, faut trouver le bon hook, faut trouver le non, mais tu sais, genre, moi, je suis comme, tu sais, tu 3 secondes pour capter l'attention. Tu sais, ça met la charge sur moi versus dans une communauté, la personne, elle pose des questions, puis là, elle est toute oui pour écouter la réponse. Je veux dire, dans une communauté, j'ai pas besoin de trouver un hook pour une réponse. Je lui réponds ce que à sa question et voilà. Et donc une fois que je me suis occupé de mes clients, que j'ai fait ma prospection, que je me suis occupé de mes communautés, il me reste plus de temps pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais essayé de lancer une chaîne YouTube. C'est un format que j'aime beaucoup parce que, ben, premièrement, je le consomme, puis c'est facile pour moi d'allumer la caméra, d'expliquer dans le fond à quelqu'un, tu sais, comment faire ceci ou cela. Tu sais, je suis très geek, mais c'est encore là, tu sais, c'est le temps du montage après, tout ça et au final, j'ai pas persévéré parce que, tu sais, il y avait pas de résultat. Tu sais, pendant 6 mois, j'ai eu 52 abonnés et c'est pas ça vraiment qui va me faire vivre. Et pourtant, c'est énormément de temps à investir. C'est pas ça, qui va me faire vivre. Et là, tu vois, la stratégie peut-être de contenu, on va dire, que j'ai commencé à expérimenter et qui là, pour le coup, fonctionne, c'est que là, je crée vraiment un contenu long, où vraiment, tu sais, plus d'autorité. Donc là, par exemple, le webinaire que tu as parlé tout à l'heure, où j'explique aux gens, tu sais, mon parcours, comment j'ai fait, je fais plus de 100 000 par année avec moins de 1 000 abonnés.
Là, je le promouvois par la pub parce que c'est sûr que dès que tu payes, ça le met aux yeux des gens, ça le met aux yeux des bonnes personnes. Et là, les gens s'inscrivent sur ma liste email pour assister au webinaire, et c'est comme ça, dans le fond, que je fais monter ma liste email. Mais pour faire ça, il me faut déjà du budget que je suis capable de réinvestir dans la publicité. Et donc, on revient à ce que je disais au début, et pour ça, il faut que je serve mes clients, puis il faut que j'ai des clients. Fait que c'est plus ça, je dirais, la stratégie de contenu que je crée. Mais puis, tu sais, mon webinaire, je le donne toutes les semaines. Tu sais, je l'ai monté une fois et maintenant, toutes les semaines, je le donne et je l'améliore. J'ai un tunnel de pub en continu qui m'amène des gens pour le webinaire suivant et toutes les semaines, je le redonne. J'adore ça en plus parce que, tu sais, je veux dire, entre guillemets, personne me connaît sur le web, là, tu sais, je suis dans un tu sais, oui, je serais dans la petite niche de l'infoprenariat au Québec, je commence à être connu, mais dans la niche de l'entrepreneuriat en francophonie, personne me connaît. Fait que, tu sais, genre, c'est des petits webinaires où on est quelques dizaines, ça permet vraiment d'avoir des interactions avec les gens et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un format qui me convient bien. Et j'ai mis du temps à le monter, mais maintenant, tu sais, je connais mon sujet, je le donne à chaque semaine, je l'améliore, tout ça. J'ai les retours des gens et ça, tu vois, c'est quelque chose, qui me convient mieux. Pour le moment, c'est toujours le même sujet. Je te dirais que ça fait, 1 mois et demi que je le donne. Pour l'instant, je suis toujours en train de l'améliorer. Fait que, tu sais, tant qu'il pour moi, il est pas parfait, c'est là, je vais encore rechanger des choses, tout ça. Tant qu'il est pas parfait, je continue à le donner. Et ma stratégie, ça serait plus d'en créer peut-être, et puis encore là, c'est à réfléchir, mais peut-être un par trimestre. Donc c'est ça, puis tu sais, là, je me fais vraiment la main sur les webinaires, sur comment ça, tu sais, comment ça fonctionne, comment, tu sais, comment je dois formuler les choses pour que ça touche les gens. Surtout, je m'adresse plus à une audience froide et tout ça. Et le but après, ce serait par contre de faire des webinaires, parce que là, je vends rien, mais là, tu sais, ce serait plus de faire des webinaires où je vends quelque chose, ouais, des webinaires de vente où je vends quelque chose à la fin. C'est très formateur, moi j'adore, Mmh. mais parce que j'ai une stratégie qui me permet de générer des revenus avant, de me payer en premier et d'avoir cet argent-là à réinvestir dans le fond dans ma visibilité et mon plan à plus long terme, dans le fond, de vendre des infoproduits pour déplacer mon plafond de verre. Tu sais, je recommanderais pas cette stratégie parce que, tu sais, on va pas se le cacher. Demain matin, tu lances un webinaire, si tu as moins de 1 000 abonnés sur toutes tes plateformes confondues, il y a pas grand monde qui va venir à ton webinaire, surtout en vrai, là, tu sais, parce que pour 100 inscrits, tu sais, j'en ai peut-être 25 qui viennent, en vrai, là, puis tu sais, donner un webinaire où il y a personne, donner un webinaire où il y a personne, c'est pas le fun, là, tu sais, même si tu penses aux gens que c'est même si tu penses aux gens qui vont le regarder en replay après, c'est quand même pas le fun. C'est 10% de conversion sur une abo sur un audience sur une audience à moins de 1 000 abonnés, c'est quand même, c'est déjà un bon chiffre. Et si tu mets pas de la pub pour que les gens s'inscrivent à ton webinaire, tu sais, ça va être difficile d'aller chercher les gens, surtout si tu as une stratégie comme moi de le donner en continu et tout ça. Donc, donc c'est pour ça que souvent les gens font des webinaires de vente parce que ça leur permet de parier sur le fait qu'ils vont vendre c'est ça, qu'ils vont vendre après et c'est ça qui finance leur publicité. Tu sais, encore une fois, pour moi, c'est pas le chemin le plus rapide. Tu commences par du service. Si vraiment tu veux faire des revenus rapidement, commence par du service, paye-toi en premier et après tu vas avoir de l'argent pour investir justement dans de la publicité, dans ta visibilité et cetera. Et aujourd'hui, tu gères donc ton business tout seul. Est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Donc tu as dit que tu étais célibataire, mais est-ce que oui, voilà, on se dit quand on est célibataire, bon, on compte pas le temps. Quand on a une famille avec des enfants, c'est différent, mais comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre épanouissement et vie santé aussi, santé mentale de l'entrepreneur? Ouais, je dirais que je suis quelqu'un de très en fait, mon équilibre est très saisonnière, dans le sens où, tu vois, par exemple, je suis quelqu'un qui aime pas forcément l'été. Fait que l'été, C'est rare. c'est très rare, mais l'été, moi, je vais plutôt, tu sais, ça va vraiment être une période où je produis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que mes clients, eux, sont en vacances. Donc moi, ça me permet d'implanter des choses, de faire des transitions, tout ça, dans leur entreprise. L'été, c'est une période où je vais vraiment produire beaucoup. L'automne aussi. Par contre, l'hiver, j'adore le ski. J'ai la chance d'avoir une station de ski à 20 minutes de chez moi.
Donc je vais skier tous les soirs. Fait que là, tu vois, genre à D'accord, toi, c'est 4:30 mon l'inverse, ordi en fait. c'est ça. Moi, à 4:30 mon ordinateur, il est fermé, là, puis genre, je prends la voiture et je vais sur les pistes de ski. Tu sais, je trouve cet équilibre-là, on va dire, par saison. Moi, je suis quelqu'un qui va travailler le samedi, le dimanche, mais tu sais, je m'en veux pas dans le sens où si j'ai rien de prévu, ça me dérange pas de travailler le samedi, c'est ça, ça me dérange pas de travailler le samedi et le dimanche, mais par exemple, tu sais, de trouver l'équilibre pour ma santé, c'est, je sais que moi, je m'impose 8 semaines de vacances par année et ça, tu vois, dès C'est comme le salaire, c'est un tu te l'imposes déjà dès le départ. Ça, c'est non je me négociable. l'impose dès le départ et je fais souvent ma planification annuelle au mois de décembre. Donc au mois de décembre, je vais poser mes 8 semaines de vacances pour l'année d'après. Alors après, ça peut arriver des fois qu'elles bougent, mais au moins elles sont dans le calendrier et je sais que je peux pas les supprimer, il faut que je les bouge parce que c'est ça, parce que ça me permet vraiment d'avoir cet équilibre-là. Tu sais, je suis très intense, tu sais, ça peut m'arriver de travailler les fins de semaine, tout ça, mais par contre, j'ai besoin de ces moments-là pour décrocher. Je sais aussi que j'ai quand je pars en vacances, tu sais, je suis pas quelqu'un qui peut prendre juste 2 jours, là, c'est pas possible, là, parce que juste de décrocher de mon quotidien, ça me prend 2 jours. Fait que j'ai cette phase-là tu sais, quand je pars c'est ça, quand je pars en vacances, là, je désinstalle toutes les notifications sur mon téléphone, j'emmène pas mon ordinateur. La seule chose que j'emmène, c'est un cahier, un crayon et je sais que la première journée, là, j'ai plein d'idées business qui me viennent en tête. Je les note sur mon cahier, je les note sur mon cahier et après ça, la 2e journée, un peu moins, mais je continue à noter et après ça, j'ai l'esprit vraiment vide et je peux partir en vacances et donc c'est ça, je vais souvent prendre une semaine minimum, 10 jours, des fois 2 semaines, et plusieurs fois dans l'année pour me permettre de vraiment décrocher et d'avoir cet équilibre-là avec ma santé mentale. Et du coup, pendant ces temps-là, tu déconnectes vraiment? Parce qu'on peut culpabiliser de dire: «Oh, je laisse mon business». J'ai appris à le faire. Je te dirais que c'était pas inné dès le départ. Mais j'ai appris à le faire. J'ai éduqué mes clients aussi à ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très présent pour mes clients. Et souvent, ça vient avec le syndrome du héros, le fait de dire: «Oh mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant que je serai pas là?» Tout ça mais tu sais, je suis pas chirurgien, je opère pas des cœurs, fait que et tout le monde est capable de se passer de moi pendant 2 semaines. Donc j'ai éduqué mes clients là-dessus. Je me suis éduqué, puis j'ai testé des choses. Je me suis écouté. Et tu sais, maintenant, j'ai trouvé ma recette où je sais que faut que je parte minimum une semaine, que les 2 premiers jours, c'est vraiment une phase de déconnexion. Je désinstalle, je note et tout ça. Et tu sais, j'ai aussi cette phase de remontée, si je peux dire, où je dis toujours je devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais je dis toujours à mes clients, mettons que je reviens le mardi ou le mercredi, comme ça me permet de rentrer le lundi, tu sais, de 1 ou 2 journées avant, puis tu sais, de faire mes suivis, traiter mes courriels, ce genre de choses. Et ça, ça me permet aussi de redevenir disponible pour mes clients, 100 libre dans mon esprit aussi. Quand tu reviens de vacances après une semaine, que tu as 130 courriels à traiter, c'est pas vrai que tu c'est ça, puis c'est pas vrai que tu es vraiment disponible pour travailler pour tes clients. En tout cas, moi, je sais que je suis pas capable, tu sais, moi, si j'ai des courriels, là, j'ai le FOMO, puis là, je suis comme: «OK, faut que je traite les courriels, y avait-tu des urgences?» Tu sais, moi, je suis adepte du inbox zéro là. La 1re journée, là, c'est sûr que je traite tous mes courriels. Et voilà pour cette première partie de ma conversation avec Valentin. J'espère que ça vous a inspiré autant que moi et que vous repartez avec cette idée qu'un business à 6 chiffres, ce n'est pas forcément une question de chiffres, c'est aussi une question de posture, de fondation solide et de stratégie alignée. Et dans le prochain épisode, on va discuter d'un sujet tout aussi intéressant, les assistants IA. Valentin va partager les erreurs à éviter, mais aussi ses bonnes pratiques et comment transformer ces outils en véritables copilotes pour nos business. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour la suite de cette conversation avec Valentin.